Souvenez-vous, c'était en juillet 2004. Premier titre de ce journal, une jeune femme dans un RER a été agressée par 6 hommes parce qu'ils la croyaient juive. La croyant juive, ils ont dessiné des croix gammées sur son corps et ont lacéré ses vêtements. La France est sous le choc. Indignation générale, condamnation après une agression à caractère antisémite dans le RER au nord de Paris. Cette agression ignoble, révoltante, continue de provoquer toute une série de réactions politiques. C'est un acte épouvantable. De tels actes sont inadmissibles. Ça ne doit pas exister. C'est la France qui est visée à travers ces actes ignobles. L'antisémitisme est une honte. La France est comme un des rares pays d'Europe qui ait donné des enfants à déporter aux Allemands. Il faut que le courage soit plus rapide que la violence. Et à ce moment-là, nous donnerions au monde et aux Français une image de cohésion nationale face à ces actes ignobles. L'histoire commence au commissariat d'Aubervilliers, en banlieue parisienne. Le 9 juillet 2004, Marie-Léonie Leblanc, une jeune femme de 23 ans, dépose plainte pour agression. La scène qui suit a été reconstituée à partir de sa déposition. Aujourd'hui, à 9h37, j'ai pris le train de la ligne D au départ de la station Louvre. J'étais avec mon bébé de 13 mois. Dès que je suis monté, j'ai vu un groupe de 6 jeunes venir vers moi. Un des jeunes s'est approché et m'a dit « Ce serait bien cette petite poussette pour ma sœur. Hein, ce serait bien cette petite poussette pour ma sœur. » Ils ont essayé de détacher mon bébé de sa poussette. L'un d'eux a commencé à fouiller dans mon sac à dos. Dans le wagon, il y avait une vingtaine de personnes témoins de l'agression. Le jeune qui fouillait dans mon sac a trouvé ma pièce d'identité et a dit tout haut « C'est une gosse de Bourges. Elle vient du 16e, mon gars, doit être blindé de thunes. » Un de ses copains a dit « Il n'y a que des juifs dans le 16e. » Obligé, c'est une fuge. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à s'énerver. Ils ont commencé à me griffer le visage. Avec son couteau, un jeune a déchiré mon t-shirt, puis mon pantalon. Heureusement, je n'ai pas été blessé par ces coups de couteau. L'un d'eux a pris un marqueur. Pendant qu'il dessinait sur mon ventre, un autre a dit « Tu vas nous laisser un souvenir ». Il m'a coupé une mèche de cheveux. Juste avant de descendre, ils ont fait tomber la poussette par terre. Ils m'ont dit « T'as pas intérêt à porter plainte parce qu'on sait où t'habites. » Il y avait beaucoup de monde dans le train, mais personne n'a bougé. Cette agression racontée par Marie-Léonie Leblanc n'a jamais eu lieu. Ce n'était qu'un mensonge, une fiction. Durant 2 jours, politiques et médias ont pourtant voulu croire à cette histoire. Qui a pris la responsabilité de faire de ce fait divers, de cette affabulation, le symbole de la violence des banlieues? 1 an après, nous sommes allés enquêter dans les coulisses d'un mensonge devenu une affaire remontant au sommet de l'État. Au départ de notre enquête, nous nous sommes procuré une copie de la procédure judiciaire relative à cette affaire. Ce dossier contient l'ensemble des investigations effectuées par les policiers. Il nous a permis d'établir la chronologie de la véritable histoire du RERD. Pour comprendre comment l'emballement s'est construit, il est nécessaire de revenir au tout début de cette affaire, le vendredi 9 juillet 2004. Il est environ midi quand Marie-Léonie Leblanc se présente au commissariat d'Aubervilliers pour raconter la terrible agression qu'elle prétend avoir vécue. Le policier qui reçoit la jeune femme lui demande d'aller d'abord à l'hôpital d'Aubervilliers faire constater ses blessures. L'hôpital constate quelques blessures superficielles et délivre à Marie-Léonie un arrêt de travail de 10 jours. En début d'après-midi, la jeune femme retourne au commissariat d'Aubervilliers. Cette fois, elle est entendue par un policier. Le procès-verbal de sa déposition ainsi que le certificat médical constituent les premiers éléments du dossier.
La connotation antisémite donne à l'affaire une autre dimension. Dès la fin d'après-midi, le procureur de la République de Pontoise retire l'enquête aux policiers d'Aubervilliers pour la confier à la police judiciaire de Versailles sous la direction du commissaire Jean Espitalier. Le dossier est très simple. Il contient le procès-verbal de plainte qui a été reçu par un gardien de la paix du commissariat d'Aubervilliers, qui a été reçu au cours de l'après-midi même. Et il contient également 2 certificats médicaux qui ont été délivrés par un médecin du service des urgences d'une clinique d'Aubervilliers. Voilà tous les éléments que nous avons au départ. Dès le lendemain matin, la police judiciaire recherche Marie-Léonie Leblanc. Elle est injoignable. À son domicile, porte close. En fait, ce matin, elle subit des expertises médico-légales. Pour les enquêteurs, ce sont 4 heures de perdu. Elle nous appelle en début d'après-midi, aux alentours de 14h, 14h15, et nous envoyons une équipe d'officiers de police judiciaire pour l'entendre dans les locaux de la gendarmerie de Louvres. Lors de cette audition, Marie-Léonie Leblanc donne aux policiers une version des faits identique à celle de la veille. Et pourtant, à ce moment-là, un détail intrigue les enquêteurs. La deuxième audition nous apporte quand même un élément, je ne dirais pas troublant, mais différent et qui retient notre attention dans la mesure où l'on s'aperçoit qu'il s'agit d'une agression qui a vraiment duré dans le temps. Un temps qui va durer entre pratiquement le moment où elle est rentrée dans la rame, à Louvres, et le moment où les agresseurs vont quitter la rame à Sarcelles. Donc, cette narration des faits retient quand même notre attention. Vous touchez pas mon bébé. Le trajet entre Louvres et Garches-Sarcelles dure environ 13 minutes et le train s'arrête dans 3 stations. Les passagers avaient donc la possibilité, sinon d'intervenir directement, du moins de descendre pour alerter les secours. Or, aucun témoin ne s'est manifesté. Le samedi après-midi, sur le terrain, les policiers travaillent encore à l'abri de toute pression médiatique. Ça ne va pas durer. L'information d'une agression dans le RER est déjà arrivée aux oreilles des journalistes de l'AFP. L'agence France-Presse, l'AFP, est une entreprise publique dont le fonctionnement est comparable à celui d'un journal classique. En revanche, les journalistes ne rédigent pas des articles, mais des dépêches qui sont envoyées de façon continue sur les ordinateurs de tous les abonnés, essentiellement les quotidiens, les magazines, radios et télévisions. Dans l'affaire du RERD, le journaliste de l'AFP en poste à Versailles, Jean-Claude Pirette, est le premier alerté. Comment s'est construite cette dépêche? Comment est-ce que vous avez recueilli les informations? Le samedi 10 juillet, vers 15h, on a appris par un informateur qui avait une source judiciaire que la veille, une femme s'était fait agresser dans le RERD avec son enfant et qu'on lui avait tracé des croix gammées sur le ventre, au moins une croix gammée sur le ventre, et qu'on lui avait coupé une mèche de cheveux avec un couteau. Et à ce moment-là, vous ne décidez pas malgré tout de faire une dépêche? Non. Pourquoi? Non, parce que c'est... Alors c'est vrai que c'est une agression dans un moyen de transport, avec des croix gammées certes, mais on n'a pas le lien avec une agression antisémite. Donc on ne peut pas, comme ça, envoyer une dépêche pour dire qu'il y a eu une agression, des gens ont dessiné des croix gammées, puisque tout le monde se demandera pourquoi des croix gammées. Plusieurs journalistes de l'AFP à Versailles et à Paris sont mobilisés pour obtenir des précisions. L'information est validée en fin d'après-midi. L'AFP considère alors ses sources suffisamment fiables pour faire partir la première dépêche. Il est 19h42. Particularité, elle ne porte pas la mention « urgent », ce qui, dans le jargon de l'agence, signifie que cette information n'est pas prioritaire. 6 hommes ont violemment agressé une jeune femme dans le RERD. Les 6 agresseurs, d'origine maghrébine et armés de couteaux, ont coupé les cheveux de la jeune femme accompagnée de son bébé de 13 mois, puis ont lacéré son t-shirt et son pantalon, avant de dessiner au feutre noir 3 croix gammées sur son ventre.
La nouvelle n'est alors reprise nulle part, ni dans les journaux télé de 20 h, ni dans les radios. 2 heures plus tard, tout change. Dominique de Villepin, ministre de l'Intérieur, envoie un communiqué à l'AFP. La dépêche est immédiatement diffusée dans toutes les rédactions. Cette fois, elle porte la mention « urgent ». Le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin, a condamné samedi avec la plus grande fermeté l'agression ignoble d'une jeune femme que ses agresseurs croyaient juive. Monsieur de Villepin a précisé dans un communiqué du ministère de l'Intérieur qu'il avait donné instruction au service de police de retrouver les auteurs dans les plus brefs délais. Et la soirée n'est pas finie. 17 minutes plus tard, nouvelle dépêche. Le président de la République, Jacques Chirac, fait rarissime pour un fait divers, publie à son tour un communiqué. Il exprime son indignation. J'apprends avec effroi l'agression à caractère antisémite dont ont été victimes une jeune femme et son enfant en région parisienne dans la journée de vendredi. Je lui exprime, ainsi qu'à tous les siens, ma vive émotion et ma profonde sympathie. Je demande que tout soit mis en œuvre pour retrouver les auteurs de cet acte honteux, afin qu'ils soient jugés et condamnés avec toute la sévérité qui s'impose. L'intervention du président de la République et celle du ministre de l'Intérieur donnent à ce fait divers une importance hors du commun. L'affaire du RERD vient de commencer. Dans le même temps, sur le terrain, les enquêteurs n'ont fait aucun progrès. Les éléments d'enquête dont nous disposons le samedi soir sont exactement, pratiquement les mêmes que ceux dont nous disposions la veille. France Inter, il est 8 h. Le dimanche matin, la France se réveille avec l'agression du RERD. Agression antisémite dans le RER à Paris. Une jeune femme et son bébé brutalisés par une bande de jeunes qui lui ont tracé des croix gammées sur le corps. Une vingtaine de personnes ont assisté à la scène sans intervenir. France Inter. Effroi, c'est le terme employé par le chef de l'État après l'agression à caractère antisémite dans le RER parisien. Les autres radios sont dans le même ton. Les journalistes n'emploient pas le conditionnel. Certains désignent déjà les agresseurs comme étant d'origine maghrébine. Tous parlent d'un acte antisémite. Dans les rédactions des quotidiens commence la préparation des journaux du lendemain. Dès le dimanche matin, quand nous faisons une conférence de rédaction pour préparer le journal du lundi, on se dit que cette affaire ici à Libération est trop belle pour être vraie, quoi. Parce qu'il y a tout, c'est un condensé de toutes les tares, je dirais, de la société française, quoi. Dès que je suis arrivé ce dimanche au journal, j'étais de permanence, on était en équipe réduite et j'arrive et tout le monde est sur le pont. LCI tourne en boucle, l'Assemblée arrête ses travaux, j'ouvre mon écran, il n'y a que ça, il n'y a plus une guerre, plus une famine, plus un conflit social, il n'y a plus que cette histoire. On est 4, l'un part sur le RERD, et moi je me retrouve à devoir faire un article sur cette histoire. Pour ma part, je ne me pose pas le matin de questions ou guerre. Et puis je sais que la mécanique du journal, c'est une mécanique de vérification, de recoupement, et qu'on a toute la journée pour aller plus loin, pour cerner les choses, pour voir de quoi il s'agit. À l'Assemblée nationale, les députés sont réunis en session extraordinaire. Ils décident de suspendre leurs travaux. Tous les groupes politiques expriment leur indignation sans la moindre réserve. L'acte qui s'est perpétré est un acte particulièrement ignoble. C'est un acte d'une violence antisémite absolument invraisemblable. Il ne peut pas y avoir dans notre pays de lieux comme les trains de banlieue, de quartiers, de non-droit. Il faut donc prendre un certain nombre de dispositions qui n'ont pas été prises aujourd'hui ou pas suffisamment. La haine, l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie sont probablement, et à coup sûr, certainement, les pires dérives mortelles pour notre démocratie. Dérives mortelles. Sur le terrain, les efforts des enquêteurs pour retrouver des témoins restent vains. Les journalistes ne recueillent pas davantage d'informations. Les journaux télévisés de 13 h se font donc sur la base de la dépêche AFP de la veille, des communiqués du ministre de l'Intérieur et du président de la République.
Madame, Monsieur, bonjour. Commençons ce journal par cette terrible agression antisémite. Dans un RER, une jeune femme a été prise à partie par 6 hommes armés de couteaux. Ils la croyaient juive. Dans l'actualité de ce dimanche, une agression antisémite dans le RER. 6 hommes armés de couteaux s'en sont pris à une jeune femme vendredi matin. Jacques Chirac fait part de son effroi et demande que tout soit fait pour punir les agresseurs. Jacques Chirac a exprimé son effroi et réclame la vérité. Il était très choqué de ce qui lui était arrivé, évidemment. Sur LCI, un autre membre du gouvernement vient donner un crédit supplémentaire à l'histoire de Marie-Léonie. Qu'elle n'a pas comprise, bien sûr. Nicole Gage, secrétaire d'État aux droits des victimes, a discuté avec la jeune femme au téléphone et lance un appel à témoins. C'est dire en présence d'un certain nombre de témoins. Cette jeune femme nous explique qu'elle a été victime de cette agression devant plusieurs témoins, qui donc ne se sont pas manifestés, ne se sont pas portés à son secours, et depuis devraient pouvoir prendre contact avec les services de police pour donner des signalements. Il y avait beaucoup de monde dans la voiture, mais personne n'a bougé. Les enquêteurs sont désormais soumis à la pression des médias, des politiques et de leur hiérarchie. Ils décident d'entendre, une fois de plus, Marie-Léonie Leblanc. On remet en position la victime et on voit si les déclarations qu'elle fait, qui viennent à la suite de celles que l'on a déjà prises, eh bien, nous permettent de mettre au point un scénario crédible. Un scénario possible. Est-ce qu'il n'y a pas déjà, à ce moment-là, des impossibilités flagrantes? Plusieurs éléments sont troublants. La jeune femme parle d'agression au couteau, mais ses plaies restent très superficielles. Les enquêteurs remarquent également que les croix gammées relevées par les médecins ont été dessinées à l'envers. De leur côté, les journalistes cherchent eux aussi. Il y a une journaliste qui refait le trajet dans le RER et qui interroge les gens qu'on peut interroger le dimanche. C'est ça aussi le problème, c'est que c'est un dimanche. Donc, mais elle s'arrête dans les gares et va voir les gens au guichet qui relaient l'idée que, semble-t-il vrai, qu'il y a beaucoup d'agressions et de violences sur cette ligne. Les gens de la SNCF que je joins me disent qu'il y a beaucoup d'agressions sur cette ligne. Bon. Donc on est dans un climat de violence sur cette ligne. Voilà. Nous allons faire ce qui s'appelle une enquête de voisinage. Nous allons rechercher des témoignages. Nous allons sur le terrain et questionner les gens. Qu'est-ce que vous apprenez ? Alors d'abord, c'est une opération d'envergure, puisque elle va se tenir entre 17h et 21h, et elle va quand même mobiliser 83 policiers. Qu'est-ce que vous apprenez ? Eh bien, ce soir-là, nous n'apprenons rien. Qu'est-ce que tu apprends au fil de la journée ? Au fil de la journée, pas grand-chose. Et en fin de journée, j'ai un policier dans les Yvelines, à Versailles. Moi, je me souviens, je lui dis, mais ça repose sur quoi? Il me dit, sur les déclarations de la fille. Je lui dis, mais simplement sur ces déclarations et des constatations qu'on a faites. Je lui dis, mais quoi comme constatation? Il me dit, on a vu des vêtements, il y a des croix gammées, et puis il y a aussi le certificat médical. Bon, et je lui dis, mais ça tient debout. Il me fait, soyez prudents, c'est tout ce qu'il me dit. En fin d'après-midi, les journalistes, comme les enquêteurs, n'ont pas recueilli le plus petit élément concret. À 20h, l'indignation est pourtant à son paroxysme. Les réactions se sont multipliées tout au long de la journée avec la même tonalité, l'effarement devant une telle barbarie, une agression ignoble, lourde de symboles, qui doit susciter en France un véritable sursaut civique. Condamnation aussi de la part de Dominique de Villepin, le ministre de l'Intérieur, d'Alain Juppé ou d'Élisabeth Guigou pour le Parti socialiste, qui propose la création d'un conseil de lutte contre les actes antisémites. Ce dimanche soir, les policiers entendent le premier témoin autre que Marie-Léonie Leblanc. Ils mettent la main sur un des 2 guichetiers présents le vendredi matin en gare de Sarcelles. Ils déclarent ne pas avoir vu la jeune femme, ni même être au courant d'une quelconque agression. À ce moment-là,
En dépit de tout le travail qui a été fait, eh ben, nous n'avons pas avancé d'un pas, nous en sommes toujours au même point. Dans la soirée, l'espoir renaît. Les policiers trouvent enfin le technicien de la SNCF capable d'exploiter les enregistrements des caméras de surveillance des gares de Louvre et de Sarcelles. Le reste de la nuit est consacré au décryptage des images d'une centaine de caméras. Dans les quotidiens, ce dimanche soir, c'est le moment où se décident les titres des premières pages du lendemain. Alors même que les journalistes n'ont pas recueilli la moindre information, comment les journaux peuvent-ils rendre compte de l'affaire? Nous, on a passé notre journée du dimanche à chercher quelque chose qui puisse mettre en doute cette version. À partir du moment où on ne le trouve pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore une fois, le lundi matin, dire à nos lecteurs, voilà, nous on ne croit pas à cette affaire, mais on n'a absolument aucun élément pour vous expliquer pourquoi. J'ai des doutes, mais j'ai aucune preuve que ça soit faux. Moi j'ai des doutes et je dis à mon journal, on n'est pas obligé d'en faire trop gros. Et quand je dis ça, on me dit qu'il n'y a rien d'autre à mettre en une. La décision de principe est prise, c'est a priori, comme on dit, on va, dans le jargon du journalisme, monter sur cet événement avec gravité et ampleur, pour en faire d'ailleurs, ce qui sera la traduction, le lundi matin, la manchette, comme on dit, et donc les deux premières pages du journal. Le lundi matin, à la une de tous les journaux, un seul événement, l'affaire du RERD. Aucun ne fait preuve de prudence, exprime les doutes qui pourtant existent dans certaines rédactions. Les éditorialistes s'emparent eux aussi de ce fait divers et lui donnent une nouvelle dimension. Je prends une petite précaution oratoire, effectivement, lundi matin dans la chronique, pour dire... Pour l'instant, ce qu'on sait de cette agression nous permet de dire que, sauf que je fais quand même 2 minutes pour parler du racisme en France, de l'antisémitisme, etc. L'unanimité des réactions à droite et à gauche dit assez que personne ne s'y est trompé. Il s'agit bien, une fois encore, une fois de trop, de l'expression d'un sentiment barbare qui gangrène notre pays, l'antisémitisme. Quand la haine fait son métier de haine sans être inquiétée, tranquillement, injure et l'âme sortie, quand la bêtise fait son métier de bête, il faut alors que les mots fassent leur métier de mots, qu'ils fassent mouche comme des projectiles, qu'ils ne fassent pas peur. N'ayons donc pas peur des mots. Vendredi, dans le RERD, une jeune femme devenue juive pendant 13 minutes, sous le regard féroce de 6 agresseurs, a été victime de méthodes de nazis. Ils se sont jetés sur une jeune femme parce qu'elle était en face d'eux, parce que la violence les fascine, parce qu'ils se considèrent comme des militants de quelque Hamas, c'est-à-dire la forme la plus moderne de l'antisémitisme. L'événement, qui s'inscrit dans une longue liste de secousses comparables, est révélateur. Les petits-enfants du Maghreb veulent participer à leur manière à la lutte des Palestiniens. La voyageuse du RERD a soudain incarné l'ensemble des Israéliens. La haine est en train de franchir la Méditerranée. Les policiers entament quant à eux une 3e journée d'enquête qu'ils espèrent décisive. Ils comptent pouvoir enfin trouver des témoins directs. À l'heure où l'agression se serait produite, plusieurs centaines de policiers déboulent ainsi dans le RERD. On est dans le métro, avec le service régional de la police des transports. Et là, on va rechercher des témoins. En fait, nous avons trouvé un témoin. Là, je rencontre les policiers, qui étaient là en train de poser des questions à tout le monde. Et arrivé à moi, là, je leur ai dit oui, je connais la fille, je l'ai aperçue le vendredi, quand ça s'est passé, quoi. Qu'est-ce que vous avez vu le vendredi matin, au moment des faits présumés? Le vendredi matin, j'étais en train de descendre et je l'ai vue à l'arrêt de bus, là où je suis, en train de pleurer avec un enfant et une poussette. Donc, comme elle était en train de pleurer et tout, désespérément, je suis parti la voir. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, elle voulait pas répondre, j'ai demandé si elle avait besoin d'aide, de l'argent, si j'appelais les gendarmes, quoi que ce soit. C'est ça que j'ai raconté aux policiers le lundi matin. Mais moi, je l'ai aperçue à 9h30. J'ai pris le train tout seul à 9h37. Et elle a dit qu'elle s'est fait agresser à 10h à la gare de Garges. Et tandis qu'à 10h, t'es toujours à la gare de Louvre. Le témoignage de Jean Valoise est capital. Il contredit Marie-Léonie, qui affirme avoir été agressée sur le chemin entre Louvre et Sarcelles. Selon lui, à l'heure dite, elle se trouvait toujours en gare de Louvre. Mais ils vous ont cru le lundi matin? Vous avez eu l'impression qu'ils vous ont cru, vous, quand vous avez témoigné? Oui, ils m'ont cru parce qu'ils m'ont dit, pour eux aussi, c'était impossible.
Ils ont dit comment ça se fait qu'à 10h du matin, on reprend le train, il y a du monde dans le train. Les gens, les mêmes personnes qui étaient là dans le train n'ont rien vu, n'ont rien assisté. C'est pas normal. Les témoignages s'accumulent. Un autre employé de la gare de Sarcelles, sur place le vendredi matin, est à son tour interrogé par les policiers. Je leur ai expliqué les procédures que nous avons. C'est-à-dire si en cas d'agression, nous contactons les personnes concernées, nous faisons des fiches de signalement, des dossiers d'accidents. Donc il y aurait dû avoir du concret, il y aurait dû avoir des pièces, voilà, des formulaires, un suivi. Non, il n'y a rien eu du tout. Le lundi, en fin de matinée, arrive le résultat de l'analyse des images des caméras de surveillance. Sur les bandes, il n'y a rien. Le visionnage des enregistrements vidéo ne nous permet pas de voir sur le quai de la gare de Sarcelles un groupe de 6 ou 7 individus de type africain ou maghrébin qui descendent de ce train. Pas d'agresseur à la gare de Sarcelles, mais surtout pas de Marie-Léonie et sa poussette dans la minuscule gare de Louvre. La version du témoin Jean Valoise est confirmée et la preuve définitive arrive aux enquêteurs quelques minutes plus tard. Les policiers récupèrent les relevés du téléphone portable de Marie-Léonie Leblanc. Ces documents prouvent qu'à l'heure de l'agression, la jeune femme a passé ses appels depuis la gare de Louvre. Ils prouvent qu'elle n'a jamais pris le RERD. Il est environ 12 heures. Les policiers ne connaissent pas encore tous les détails, mais ils ont désormais la certitude que l'histoire de Marie-Léonie Leblanc ne s'est pas déroulée comme elle le prétend. L'information n'est visiblement pas remontée à Matignon, car au journal de 13h, le Premier ministre, silencieux jusque-là, décide de communiquer à son tour. J'appelle au courage citoyen pour que nous puissions tous résister à cette circulation dans la société de la violence. Il faut que le courage soit plus rapide que la violence. Et c'est pour ça que chacun doit avoir conscience que ce qui est arrivé à cette jeune maman peut arriver à toutes les mamans, peut arriver à tous les enfants. Dans les heures qui suivent, dirons-nous, tout le schéma qui nous avait été décrit par Marie-Léonie Leblanc s'effondre. On sait très bien que si agression il y a eu, eh bien cette agression ne s'est pas produite dans le RER comme Marie-Léonie nous l'a décrite. Donc elle a menti. Elle a menti. Marie-Léonie Leblanc avoue son mensonge aux policiers dans les 24 heures qui suivent. 2 jours plus tard, la France découvre à la télévision celle que les médias surnomment déjà la mythomane du RER. Je suis profondément désolée de tout ce qui est arrivé par ma faute. Je présente mes excuses à Monsieur le Président de la République, à Madame Nicole Gage et aux personnes qui ont manifesté leur soutien sur mon mensonge. Il aura fallu seulement 3 journées d'enquête au service de la police judiciaire de Versailles pour résoudre le fait divers le plus médiatisé, le plus politisé de ces dernières années. Pourquoi les médias, malgré le peu d'informations dont ils disposaient, n'ont-ils, eux, fait preuve d'aucune prudence? Dans l'affaire du RERD, le lundi, comme tout le monde, comme toute la presse, vous avez démarré très fort. Quels éléments disposiez-vous à l'époque pour faire aussi fort? On avait plusieurs témoignages d'autorités policières et d'autorités politiques qui concordaient. Et donc on pensait que plusieurs sources policières et politiques se recoupant, on avait vérifié l'information. J'étais très prudent. J'ai passé mon temps à dire il ne faut pas en faire trop. Et ça s'est terminé en fin de journée parce que je m'ouvrais de mes doutes à la personne qui était chargée de l'édition ce jour-là, qui me dit, je me souviens de sa formule, on est couvert par Chirac. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'à partir du moment où le ministre de l'Intérieur, le président de la République, toute l'Assemblée nationale, toutes les associations, tout le monde a parlé, c'est impossible de freiner. De fait, c'est le président de la République qui valide, en quelque sorte, cette agression. Et puis le président de la République, c'est a priori un des hommes les mieux informés de France. Vous avez suivi, la presse a suivi, la classe politique comme un seul homme. Non, on n'a pas suivi la classe politique comme un seul homme. D'abord, attendez,
excusez du peu, le ministre de l'Intérieur en exercice et le président de la République, quoi qu'on pense du ministre de l'Intérieur et quoi qu'on pense du président de la République, ont crédibilisé par leur réaction formelle la véracité des faits. C'est quand même énorme comme histoire. Et puis on a suivi, ah voilà. Les journalistes ont effectivement suivi Dominique de Villepin et Jacques Chirac. Se pose alors la question, le samedi soir, lorsqu'ils choisissent de communiquer, de quelles informations disposent le ministre de l'Intérieur et le président de la République? Pour voir clair, il faut revenir au samedi soir et à la première dépêche AFP. Je comprends qu'on puisse se dire, mais comment ils ont pu croire une chose pareille? Elle a menti. Dérive mortelle. Quelle était la source qui a validé l'information et autorisé l'AFP à rendre publique l'histoire d'une agression antisémite dans le RER? L'origine de l'information, elle est judiciaire et vous avez une confirmation qui est policière. Elle est par une source qui connaissait quelqu'un proche de l'enquête judiciaire. Qui est grosso modo une source policière. Puisqu'à ce moment-là, qui a connaissance des informations? Non, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un dans le milieu judiciaire qui s'est ouvert à elle de cette affaire d'une jeune femme qui avait été agressée, à qui on avait tracé une croix gammée sur le ventre. Des personnes ont soupçonné la police judiciaire d'avoir été à l'origine de cette information. Alors, au moment où la dépêche de l'agence France-Presse tombe, j'ignore complètement qu'elle existe. Je n'ai pas été contacté moi-même par des journalistes. En l'état des informations dont je disposais, eh bien, je ne vois pas qu'est-ce que j'aurais pu dire aux journalistes. On nous confirme. Quand vous dites on, vous dit, c'est... Quand on dit on, ça veut dire la source policière fait le lien. Oui. C'est une source policière, encore une fois, au niveau local ou vous remontez dans la hiérarchie? Au niveau national. Au niveau national. Au niveau national, il n'y a pas beaucoup de choix. Quand on connaît un peu la hiérarchie policière, c'est au plus haut niveau de la hiérarchie policière? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire au niveau d'une direction. C'est-à-dire au niveau de la... Oui, c'est-à-dire au niveau de le plus... La direction générale de la police? Dans les détails, je ne sais pas qui est l'interlocuteur, mais c'est au niveau d'une direction centrale, oui. La direction centrale, c'est-à-dire la direction générale de la police nationale. C'est là, au plus haut niveau policier, au cœur du ministère de l'Intérieur, que l'AFP affirme avoir validé son information. Michel Gaudin dirige la DGPN. Il est de ce fait le patron de toutes les polices de France. Lorsque éclate l'affaire du RERD, une dépêche AFP sort. Quels sont les contacts que vous avez avec les journalistes de l'AFP? Écoutez, alors moi je n'ai eu aucun contact, bien sûr, avec les journalistes de l'AFP. Nous voyons ce qui n'est pas un cas unique, une dépêche de l'AFP. Moi, il arrive très fréquemment que j'apprenne des choses par les dépêches de l'AFP, donc il est probable et même évident qu'il y a eu une fuite qui n'a en aucune façon été générée par le niveau central que j'incarne ici pour la police nationale. Michel Gaudin a beau nier, le rédacteur en chef de l'AFP confirme. D'une certaine façon, vous avez le feu vert pour donner l'information du plus haut niveau policier. On n'a pas le feu vert au sens où on attendrait du niveau policier qu'il nous autorise à diffuser une information. Il ne s'agit pas de ça du tout. On a le feu vert dans le sens où on a les éléments qui, en fonction de nos règles, nous permettent de donner une information. La Direction générale de la police nationale a bien confirmé l'agression antisémite dans le RER et donné son feu vert à l'AFP. Élément supplémentaire, un des signataires de la fameuse dépêche est le correspondant permanent de l'AFP Place Beauvau. Se pose alors une nouvelle question. Si l'information de l'AFP est validée par la DGPN, de quels éléments dispose à ce moment-là cette direction? Concrètement, Jean Espitalier, à la tête de la police judiciaire de Versailles, dirige l'enquête. C'est lui qui fait remonter l'information à la Direction générale de la police nationale et à son directeur Michel Gaudin, lui-même en contact étroit avec le ministre de l'Intérieur et son cabinet. Comment se passe alors la communication entre le cabinet du ministre de l'Intérieur et la Direction générale de la police?
Écoutez, c'est un système qui fonctionne parfaitement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a ici, à la Direction générale de la police nationale, un service de veille opérationnelle qui enregistre les informations et qui les transmet au cabinet du ministre, où il y a un permanent qui est chargé d'informer le cabinet du ministre. Est-ce que le samedi soir, la Direction générale de la police vous demande des détails sur votre enquête? Moi, non, pas du tout. Aucune question ne m'a été posée. Ce qui veut dire qu'ils ont réagi sur la base de quels éléments? Je ne sais pas. Concrètement, ce samedi soir-là, c'est vous qui êtes là, sur place, et qui informez le ministre ou son cabinet? Oui, bien sûr. Comme nous sommes sur ce type de sujet, toujours en alerte, et nous transmettons les informations. Et qu'est-ce que vous dites? Mais écoutez, là, sur ce cas précis, je n'ai pas de souvenir... Enfin là, moi, le système a fonctionné conformément à la règle habituelle de fonctionnement. On dit ce que l'on sait par rapport à un événement. Moi, je pense que le ministre de l'Intérieur, le cabinet du ministre de l'Intérieur, comme le cabinet du directeur général de la police nationale, eh bien, a pu savoir ce que l'on lui a donné au moment où on détenait des informations. Samedi comme vendredi, nous n'avions comme seule information en notre possession qu'il y avait eu une agression à caractère antisémite dans le RER. Selon notre formulation, il savait que vous n'aviez rien d'autre que le témoignage de Marie. Très exactement. Est-ce que ça ne justifiait pas, de votre point de vue, un peu de prudence dans la communication? Mais je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est ma responsabilité à moi se situe exclusivement au niveau de conduire une enquête et d'en informer à la fois ma hiérarchie, dans les termes que je viens de vous dire, et le procureur de la République, en fonction de sa mission, qui est une direction juridique de l'enquête et de contrôle des officiers de police judiciaire. La police judiciaire est en effet placée sous l'autorité du procureur de la République. Celui-ci fait remonter les informations relatives à l'enquête à la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice. Jean-Claude Marin, à l'époque directeur de la DACG, est en relation directe avec le ministre de la Justice. Nous faisons remonter une information sur l'événement brut, tout en disant très vite que pour l'instant, judiciairement, il est sans doute trop tôt pour à la fois qualifier les faits et les crédibiliser. Donc ce qui veut dire que vous incitez le ministre à la prudence? Nous n'incitons pas le ministre à la prudence, nous faisons simplement passer l'information selon lesquelles, judiciairement, nous n'avons pas encore d'analyse bien constituée sur cet événement. Ce qui revient assez à peu près au même. Ce qui, pour vous, revient peut-être au même, mais c'est-à-dire que nous n'avons pas dit clairement au ministre « soyez prudent ». Il en a déduit des informations que nous lui donnions qu'en l'état, sur la position de l'autorité judiciaire, nous n'étions pas encore en mesure de faire connaître une position assise sur cet événement. Pendant les 3 jours d'emballement, Dominique Perben, le ministre de la Justice de l'époque, s'abstiendra de tout commentaire sur cette affaire. Le vendredi 9 juillet 2004, il ne s'était rien passé dans le RERD. Le samedi soir 10 juillet, pourquoi Dominique de Villepin a-t-il choisi de communiquer sur la base des seules déclarations de Marie-Léonie Leblanc et d'un dossier judiciaire qu'il savait vide? Aujourd'hui Premier ministre, Dominique de Villepin n'a pas souhaité répondre à nos questions. Les membres de son cabinet n'ont pas voulu, eux non plus, s'exprimer. Durant tout un week-end, la classe politique a suivi Dominique de Villepin pour faire de cette agression présumée le symbole des dérives de la société française. Parce qu'il n'est pas possible d'accepter une dérive mortelle comme celle-là. Ça ne doit pas exister. Absolument invraisemblable. Comment les politiques peuvent-ils affronter la nouvelle du mensonge de Marie-Léonie?
Le lundi après-midi, des élus de droite et de gauche sont réunis autour de Jean Peluchon, le président socialiste du Conseil régional d'Île-de-France. Il y en a tellement qui se déroulent tous les jours que si cela, quelle que soit la forme, a pu permettre la mobilisation des élus et du pays pour dire qu'on ne peut plus continuer avec cette comptabilité terrible. Si c'est d'un coup monté, évidemment, ça serait critiquable en tant que coup monté, mais ça ne changerait rien au fait que c'est la 10e ou la 20e des agressions de ce genre, même si celle-ci se révélait après coup. On n'en sait rien pour le moment, ne pas être exactement passé comme on le raconte. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a eu 20 avant. En résumé, si cette agression n'était pas vraie, elle était vraisemblable. Depuis plusieurs années, le ministère de la Justice recense les violences racistes et antisémites dont sont saisis l'ensemble des tribunaux de France. Nous tenons un compte très précis, non seulement des faits qui sont répertoriés principalement comme racisme et comme raciste ou antisémite, mais également de tous les faits aggravés par le racisme ou l'antisémitisme, les violences, les agressions, les vols, Bon. Nous n'avons pas, dans la période où cette investigation a démarré, jusqu'à mon départ de la direction, puisqu'elle se poursuivait alors et elle se poursuit encore, nous n'avons pas eu de fait avéré de cette nature. Semblable à celle à l'affaire du RER. Tout à fait. Pour l'administration judiciaire, l'affaire du RERD n'avait rien de vraisemblable. Rien de vraisemblable non plus pour le sociologue Laurent Mucchielli, spécialiste des violences urbaines. Cette histoire n'est pas vraisemblable, elle ne l'est pas, et il est faux de dire que ça arrive tous les jours. C'est tout simplement faux. Ça ne veut pas dire que du coup, il n'y a pas d'antisémitisme, qu'on ne s'y intéresse pas, qu'il n'y a pas de victimes à défendre, etc. Bien sûr que si. Mais une cause, si juste soit-elle, ne justifie pas qu'on leur raconte n'importe quoi. Cette histoire, elle parlait de la peur. Elle parlait fondamentalement de la peur de qui? La peur de ce qu'on appelle aujourd'hui dans le débat public les arabo-musulmans. Ces gens qui sont accusés de cumuler tous les maux, puisqu'ils sont responsables de l'insécurité, les violences urbaines, les violences gratuites, comme on dit aujourd'hui, ce qui est une expression aberrante. Il n'y a pas de violence gratuite, il n'y a que des gens qui ne comprennent pas la violence, ça c'est autre chose. Ils sont accusés de ça, ils sont accusés de viol collectif, ils sont accusés d'antisémitisme, ils sont accusés d'être terroristes en puissance. Bon, c'est la figure du mal, l'arabo-musulman, le jeune de banlieue, c'est le suspect. Alors, c'est de cela que parlait cette affaire. Dans un premier temps, le premier mouvement, c'est mais c'est horrible, c'est abominable cette agression. Mais une fois qu'on a effectivement découvert le poteau rose, qu'on a découvert que c'était faux, il eût été important de la part des politiques de dire bon, tout ce que nous avons dit sur cette lâche agression épouvantable et la lâcheté des Français, nous le retirons. Car finalement, nous n'avions pas de raison. Nous n'avions pas de raison de les accuser, d'accuser les Français lâches dans le métro et d'accuser des jeunes de banlieue de faire des agressions qu'ils n'ont pas faites. Voilà. Je crois que là, il faudrait que chacun dise ce qu'il a à dire en toute honnêteté, et je dirais en toute franchise, quoi. Il faut savoir reconnaître ses erreurs, c'est tout. Je suis profondément désolée de tout ce qui est arrivé par ma faute. Je présente mes excuses à Monsieur le Président de la République, à Madame Nicole Gage et aux personnes qui ont manifesté leur soutien sur mon mensonge. Le 26 août 2004, Marie-Léonie Leblanc a été condamnée à une peine de 4 mois de prison avec sursis pour dénonciation de délits imaginaires. Les médias, eux, se sont empressés de tourner la page. Alors attendez, là vous me prenez de court. Est-ce qu'on a fait un mot d'excuse? On a fait bien mieux que ça. On a tout raconté, tout décortiqué. Je sais pas, quand je vous dis ça, il faut que je regarde l'ensemble du dossier, j'en sais rien. Bon, c'est Marie-Léonie qui s'excuse. Bon, je m'excuse, tout ça est parfaitement dérisoire. Seule Libération a présenté, quelques jours plus tard, des excuses à ses lecteurs. Du côté des politiques, la plupart de ceux qui s'étaient exprimés au moment des faits ont refusé de nous rencontrer. Jean-Louis Debré et Dominique Strauss-Kahn, par exemple, avaient accepté avant de se rétracter. Nicole Gage est la seule personnalité du gouvernement de l'époque à avoir accepté de s'expliquer. À aucun moment vous avez envisagé, comme certains, de vous excuser? Alors, la question n'est pas de présenter des excuses lorsque, me semble-t-il, on n'a rien fait d'autre que d'exécuter sa mission de secrétaire d'État aux droits des victimes. Je l'ai fait
avec cœur, je l'ai fait avec professionnalisme, puisqu'encore une fois, c'est une aide que j'ai apportée à cette jeune femme, allant jusqu'à faire en son nom cet appel à témoins, rien d'autre. Au final, aucune enquête parlementaire, aucune enquête administrative n'a été mise en œuvre pour établir d'éventuels dysfonctionnements au sein de l'appareil d'État. Nous avons aussi contacté l'Élysée. La présidence de la République nous a fait savoir qu'une entrevue avec le chef de l'État était impossible. Mais nous avons été renvoyés très officiellement aux déclarations de Jacques Chirac le 14 juillet 2004, 2 jours après le week-end de l'affaire. C'est une affaire regrettable à tous égards. Mais je ne regrette pas. Il peut y avoir naturellement toujours des situations de manipulation qui sont, je dirais, les séquelles de ce mauvais climat qu'on laisse se développer ou qui s'est développé. Eh bien, quand il y a manipulation, il faut tout simplement que le manipulateur soit sanctionné avec toute la rigueur de la loi.